Salut à tous les vilains, aujourd'hui je vais vous parler de mon coup de cœur, le jeu de cartes My Hero Academia. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de jouer à MHA CCG et on commence tout de suite par les 5 types de cartes dans My Hero Academia CCG. Les personnages, carte la plus importante en un certain sens, c'est ce qui va déterminer notre stratégie. Certains decks, certains cas spécifiques, on va en avoir plusieurs dans notre deck, mais en général, un seul. Les attaques, qui vont donc être les cartes orange, c'est ce qui va nous permettre d'infliger des dégâts à l'adversaire. C'est notre win condition. On va un petit peu baser notre stratégie autour de ça en priorité. Les fondations qui sont donc les cartes grises, les fondations qui vont être nécessaires, on va en avoir même plus que les attaques, parce qu'on va devoir les incliner pour payer le coût de nos cartes, justement, et elles vont avoir aussi des effets sur le terrain quand elles sont dans le stage, pour améliorer nos attaques, et les rendre plus fortes, voire létales. Les actions qui vont être donc les cartes bleues, les actions vont être jouées directement depuis la main, c'est des sortes d'événements. On verra plus précisément, elles ont des effets un peu spécifiques. Et les assets qui sont donc les cartes vertes, les assets qui vont se comporter un petit peu comme des fondations, mais qui auront quelques spécificités. En tout cas, ça va nous aider à parfaire notre stratégie. Les 3 valeurs communes à toutes les cartes. Sur chaque carte, on va avoir en haut à gauche la difficulté de la carte. Ça va être le coût de la carte, à quel point elle va être facile ou difficile à être jouée. C'est pour ça qu'on appelle ça la difficulté. En bas à droite, on va avoir la valeur de check. C'est la valeur qu'on va prendre en considération pour justement payer le coût des cartes, pour voir si on est capable de jouer une carte. La valeur de bloc d'une carte, qui est donc signifiée en haut à droite, par un petit bouclier et un petit chiffre, ça va nous servir à bloquer les attaques adverses et à nous défendre pour justement rester en vie. Qu'est-ce qu'un personnage dans My Hero Academia CCG? Un personnage dans MHA CCG, c'est la carte qui va être notre carte principale, c'est notre leader, c'est ce qui va déterminer la majeure partie de notre stratégie. On va avoir 2 valeurs spécifiques dessus, la taille de notre main et les points de vie. Le système UFS et ses 3 zones. Universus Fighting System, c'est le jeu de cartes qui a été créé par Jasco Games. Jasco Games a pris l'initiative d'adapter plusieurs jeux de combat en un jeu de cartes, et ça a donné ce système UFS. Mais Jasco Games ne s'est pas arrêté là. Non content d'avoir adapté des licences de jeux de combat à son univers, Jasco Games s'est mis au manga. Et aujourd'hui, My Hero Academia rentre sur le ring. Ainsi, c'est un tout nouveau jeu qui voit le jour, héritier des licences précédentes, mais totalement indépendant d'elles. Revenons donc à cet héritage. Comme dans un combat de boxe, il est possible d'attaquer son adversaire en plusieurs points. Ces points seront donc nos 3 zones. La zone haute en rouge, la zone milieu en orange et la zone basse en jaune. Si vous attaquez votre adversaire dans une zone, il devra bloquer en conséquence, soit avec un bloc de la même zone, soit avec un bloc d'une zone adjacente. Si j'attaque avec ma Nitro Explosion Ignition, qui est une attaque rouge, mon adversaire va pouvoir soit la bloquer complètement avec sa carte Pull No Punch, qui est un bloc rouge, soit la bloquer partiellement avec son Texas Smash, qui est un bloc orange. Mais il ne pourra pas bloquer avec son One for All, qui est un bloc jaune, un bloc bas. Par contre, si je décide d'attaquer avec ma Stun Grenade, qui est une attaque mid, une attaque orange, il pourra bloquer complètement avec son Texas Smash, qui est un bloc mid, un bloc orange, ou il pourra bloquer partiellement avec son bloc rouge, ou alors son bloc jaune, car le bloc rouge et le bloc jaune sont adjacents au bloc orange. À noter évidemment qu'on préfère bloquer complètement une attaque, car bloquer partiellement une attaque veut dire qu'on prend la moitié des dégâts. Les zones de jeu. En numéro 1, on a la zone du personnage, c'est tout simplement l'emplacement où vous allez mettre votre personnage. Numéro 2, le momentum, une zone un peu spéciale, zone qui va servir à accumuler les attaques qui ont infligé des dégâts pour pouvoir activer des capacités plus tard. Ça vous permettra en quelque sorte de débloquer vos attaques ultimes. Petit 3, c'est la zone du card pool.
On voit, comme indiqué par la petite flèche, qu'on doit jouer donc les cartes de gauche à droite. La zone du card pool, c'est la zone où vous allez jouer vos cartes depuis votre main. Numéro 4, le stage. Le stage est votre terrain. C'est là où atterriront les cartes qui doivent rester sur votre terrain de manière permanente, comme les fondations ou les assets. Numéro 5, rien de neuf, la zone du deck, vous connaissez. Pareil pour le numéro 6, c'est la zone de la pile de défausse, tout simplement, la discard pile, où vous allez envoyer les cartes qui seront donc qui ne seront plus utiles, les cartes que vous allez jeter. À noter que le tapis avec les emplacements, le tapis officiel, n'est pas du tout obligatoire, justement. Très vite, vous allez vous en passer et revenir à vos tapis classiques avec aucun emplacement, avec aucune zone, et vous saurez très bien vous débrouiller comme ça. C'est juste une petite béquille pour commencer. Début de partie et mulligan. Pour commencer la partie, on va donc poser notre personnage dans son emplacement. On va évidemment poser notre deck à sa place. Après l'avoir mélangé, on va déterminer au hasard le premier joueur. En tous les cas, imaginons que je suis le premier joueur doit incliner son personnage. Comme ça, il ne pourra pas l'incliner pour payer le coût de ses cartes au premier tour, ce qui réduit un petit peu les possibilités. Les deux joueurs vont piocher des cartes jusqu'au nombre de leur taille de main, qui est indiqué ici, comme je vous le rappelle. Donc là, j'ai 6 cartes en main, je pioche donc 6. À cet instant, va s'appliquer la règle du mulligan. Le mulligan qui sera différent pour le premier joueur et pour le deuxième joueur. Imaginons ici que j'étais deuxième joueur. Tout simplement, je choisirai toutes les cartes qui m'embêtent. Voilà, 1, 2, 3 par exemple, je les pose à côté et je repioche le même nombre de cartes. Ça, c'est pour le deuxième joueur. Maintenant, pour le premier joueur, le mulligan, c'est poser toute sa main, on ne peut pas choisir, puis repiocher le même nombre de cartes, voilà, on les pose à côté, ce qui fait qu'on ne peut pas les repiocher, ce qui est une bonne chose. Et ensuite, on va évidemment les remélanger dans le deck. Le mulligan est fait, la partie peut commencer. Je vais donc jouer. Alors, en début de partie, l'important, c'est de jouer un maximum de fondations. C'est pour ça qu'on fait un mulligan, pour se débarrasser de toutes les cartes qui ne sont pas des fondations, en gros. Et donc, jouer des fondations parce que c'est les fondations qui vont nous servir à payer le coût de nos cartes. Je vais donc commencer par jouer une fondation qui coûte 2. Voilà, on rappelle la difficulté qui est en haut à gauche, qui est de 2. Je dois checker une carte du dessus de mon deck pour chaque carte jouée et regarder la valeur de check en bas à droite, ici qui est de 5. 5 est donc supérieur à la difficulté de 2. La carte est donc jouée avec succès. Je vais donc continuer pour jouer une autre fondation qui coûte cette fois 1, sauf que la difficulté est de 1, mais on a la progressive difficulté qui s'ajoute dans ce jeu-là. Ici, vous voyez marqué sur le petit tapis officiel le plus 1, qui indique que la carte va nous coûter 1 plus 1, parce qu'on a une carte avant. Plus on joue des cartes dans ce jeu, et plus elles sont chères. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Je check la carte du dessus de mon deck, je regarde en bas à droite, 5 est supérieur à 2, donc la carte est jouée avec succès. Je joue Keen Observation qui coûte 0. Il y a 2 cartes avant, ça fait donc 2. Je check la carte du dessus de mon deck, elle est égale à 5. Le check est égal à 5. La carte est donc passée. Je continue, je joue encore une fondation. Les fondations, je vous rappelle, hein, les cartes grises. Qui coûte 0, cette fois plus 3, parce que j'ai 3 cartes avant, donc elle coûte 3. Je check la carte du dessus de mon deck, j'ai un check à 5. C'est parfait, ça passe. Et ensuite, je vais tenter une autre carte, In Danger pour 0. J'ai une progressive difficulté de 4, car j'ai 4 cartes avant. Je check la carte qui est au-dessus de mon deck. C'est un 3, donc 3 est inférieur à 4. Je ne peux pas la jouer, à moins d'incliner des fondations sur mon terrain ou mon perso égale à la différence. Et c'est pour ça qu'on incline le perso quand on est premier joueur, justement pour ne pas pouvoir faire ça au premier tour. Et donc, la carte échoue. Quand une carte échoue dans ce jeu-là, elle va directement dans la pile de défausse et le tour doit s'arrêter. Donc, je passe en end phase. Vous l'avez vu, on a joué les cartes de gauche à droite. Pendant la end phase, on va vider le card pool de droite à gauche cette fois. Donc, là, c'est une fondation que j'ai jouée, je peux la construire.
Ça, c'est une fondation que j'ai jouée, je peux donc la construire. Ça, c'est une fondation que j'ai jouée, je peux la construire. Également pour l'Aggressive Temper. Et maintenant, leurs effets vont être utilisables parce qu'elles sont dans le stage et je vais pouvoir les incliner pour payer le coût de mes cartes prochainement dans les tours à venir. La Start Phase. Dans ce jeu, c'est très simple. Il y a 3 phases principales. La Start Phase, la Combat Phase et la End Phase. La Start Phase est donc la phase de départ. Cette phase est redécoupée elle-même en 3 petites étapes qui vont être très simples et très rapides. La première, c'est la Ready Step, l'étape de redressement. C'est l'étape où on va redresser toutes nos cartes. Je redresse donc mon personnage et si il se trouvait que j'avais des fondations inclinées, je les aurais redressées de la même façon. Deuxième étape, la Review Step. Là, pendant la Review Step, c'est très simple. Si j'ai des cartes dans la main, je peux décider d'en défausser une, ce qui me permettra à la phase suivante de piocher plus de cartes. Troisième étape, justement, c'est la Draw Step. Je vais repiocher à nouveau ma taille de main. J'ai désormais 0 carte en main, vu que j'ai défaussé la dernière carte que j'avais pendant la Review Step. Je vais repiocher 6 cartes. La start phase est donc terminée avec ces 3 petites étapes. On passe à la phase suivante. La combat phase. Tout à l'heure, pour expliquer le début de la partie, je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'était la combat phase finalement. Parce que la combat phase, c'est tout simplement la phase où on va jouer nos cartes. Tout à l'heure, je n'ai joué que des fondations parce que j'ai besoin de fondations pour payer le coût de mes cartes. Mais là, je vais pouvoir jouer des attaques et des fondations. Je vais donc commencer, comme tout à l'heure, par jouer la carte que je veux. Donc dans mon card pool, celle-ci a une difficulté de 6, comme on peut voir en haut à gauche. Et je défausse la carte du dessus de mon deck et je regarde la valeur de check en bas à droite, qui est de 5. Je vais donc devoir, puisqu'il me manque 1, je vais donc devoir incliner une fondation. Je décide d'incliner cette fondation. La particularité quand on joue une attaque, c'est qu'on rentre dans une séquence d'attaque. Et dans cette séquence d'attaque, il va y avoir 3 petites étapes, comme pour tout à l'heure. On va avoir la Enhance Step, l'étape d'Enhance, Enhance qui veut dire amélioration. On va avoir la Block Step, l'étape de bloc tout simplement. Et la Damage Step, l'étape des dommages. Donc en premier lieu, la NN Step, maintenant que j'ai joué mon attaque, on va chacun son tour pouvoir annoncer une Enhance. Enhance, donc je vous le rappelle, qui veut dire amélioration, c'est ce qui va permettre à nos attaques d'être améliorées. Donc si je désire faire une Enhance, c'est pendant cette NN Step, mon attaque est lancée, donc c'est parti, je commence. Je vais décider par exemple de faire l'Enhance de Let's Fight Bad Guys. Son Enhance qui dit je la flip, c'est-à-dire que je la mets face cachée, donc je ne pourrai plus faire son effet, et mon attaque Fury a plus 2 de dommages. C'est effectivement une attaque Fury, ça c'est un mot-clé qui est indiqué, je vous expliquerai plus tard les mots-clés, c'est très simple. C'est une attaque Fury, donc mon attaque a plus 2 de vitesse. C'est au tour de l'adversaire, s'il désire faire une enhance, il peut faire une enhance, sinon il peut passer. C'est à moi à nouveau de faire une enhance donc. Cette fois-ci, je vais faire l'enhance de mon personnage de Bakugo, enhance, donc amélioration, je détruis une fondation et mon attaque a plus de dommages. Je vais décider de détruire cette fondation pour donner plus de dommages à mon attaque. Donc elle a plus de vitesse et plus de dommages. C'est au tour de l'adversaire. Supposons qu'il passe. Je vais donc faire l'enhance de mon attaque. Je peux faire les enhances des cartes d'attaque quand elles sont en cours et des fondations pour n'importe quelle attaque. Pareil pour le personnage. Une enhance, c'est une seule fois par tour. Je ne peux pas la faire plusieurs fois. Comme mon personnage, je ne peux pas décider de faire son enhance à volonté. C'est une fois par attaque. Donc je décide de faire l'enhance de mon attaque, je détruis une fondation, et mon attaque a plus de vitesse. Donc je monte à 8 de vitesse et 8 de dommage. Voilà, donc les enhances, c'est ça, ça permet d'améliorer les attaques. C'est au tour, encore une fois, de l'adversaire. Supposons qu'il passe son enhance encore une fois. Là, c'est à moi à nouveau. Je décide de passer mon enhance, parce que je n'ai pas d'autre enhance à faire. Quand on a tous les deux passé notre enhance, on passe à l'étape suivante, donc à l'étape de bloc.
Pour l'étape de bloc, c'est très simple. Je vous ai expliqué tout à l'heure le principe des zones. Là, c'est une attaque jaune, une attaque avec une zone jaune, une zone basse. L'adversaire va donc devoir bloquer avec un bloc jaune ou avec un bloc adjacent, donc un bloc orange. Par exemple, s'il décide de bloquer avec son One for All, qui est une zone jaune, ça lui permettra de bloquer complètement. Maintenant, pour faire le calcul, c'est très simple. J'ai la vitesse ici, je suis monté à vide de vitesse, c'est ça qui détermine à quel point c'est difficile de bloquer. Sa carte One for All a +1 de bloc jaune. On va devoir additionner les deux valeurs, donc 8 plus 1, ce qui fait 9, et il va devoir checker donc la carte du dessus de son deck. Imaginons qu'il check un 5. Il y a 4 de différence, car l'addition des deux fait 9. Il va devoir incliner 4 fondations, ou 3 fondations et son personnage, pour payer la différence et réussir à bloquer. S'il ne peut pas, le bloc est défaussé du card pool, et on passe directement à l'étape des dommages, à la damage step. S'il réussit, il ne prend aucun dégât, il ne prend pas de dommages, parce qu'il a bloqué complètement. S'il avait bloqué avec son Texas Smash, qui est un bloc milieu, un bloc orange, il aurait pris la moitié, s'il avait réussi, il aurait pris la moitié de mes 8 dommages, voilà les dommages qui sont ici, il aurait donc pris 4 de dommages. On termine donc cette séquence d'attaque. Maintenant que cette séquence d'attaque est terminée, je vais pouvoir jouer d'autres cartes. Je décide donc de jouer une attaque, encore une fois, cette fois-ci qui coûte 4, plus la progressive difficulté, donc plus 1, qui coûte 5. Je check un 6, c'est supérieur à 5, donc ma carte est jouée avec succès. De la même façon, nous allons rentrer dans la séquence d'attaque, donc tout d'abord l'étape d'enhance, donc la enhance step. Je vais décider par exemple de faire l'enhance de mon attaque. Je vais défausser 2 cartes. 1, 2, c'est son effet. Hein. Je défausse 2 cartes et je pioche 2 cartes. Ça, c'est une enhance. C'est au tour de l'adversaire. Il peut décider de faire une enhance ou passer. Supposons qu'il passe. Je décide de passer également. Comme nous avons tous les deux passé notre enhance, on doit passer à l'étape suivante. L'étape suivante, donc, qui est l'étape de bloc. Cette attaque est donc une attaque rouge. Elle est dans une zone haute, une zone rouge. L'adversaire va donc devoir bloquer avec un bloc rouge ou il va bloquer partiellement avec un bloc orange. Mais il ne pourra pas bloquer avec un bloc jaune. Cette fois-ci, il va essayer de bloquer avec son Pull No Punch, qui a un bloc modificateur de 2, rouge, pour bloquer donc complètement. Cette fois-ci, ma vitesse est simplement de 3. Son bloc est de 2. Il faut donc additionner 3 et 2, ce qui nous fait 5. Et comme toujours, on va ajouter la progressive difficulté. La sienne, évidemment, parce qu'il a joué un bloc précédemment. Ma vitesse de 3, plus son bloc de 2, plus la carte précédente, ça fait donc 6. Il doit donc checker la carte du dessus de son deck pour vérifier s'il a bien un 6. Imaginons qu'il check un 5, il va devoir incliner une carte supplémentaire, par exemple son personnage ou une fondation, pour réussir à bloquer mon attaque parfaitement. Supposons qu'il check un 3 et qu'il échoue, sa carte ira donc dans la pile de défausse et le bloc échouera et on passe donc à la damage step. Cette fois-ci, il a échoué à bloquer, il va donc prendre les dégâts qui sont indiqués ici en jaune, 4 de dégâts. On lui retire donc 4 points de vie, tout simplement. La séquence d'attaque est terminée, je peux continuer à jouer des cartes. Je vais désormais jouer une fondation, parce que je commence à avoir une grosse difficulté, puisque les cartes s'ajoutent les unes aux autres. Je vais donc jouer Calling for Backup pour 1, et 2 en progressive difficulté, donc pour 3. Je vais checker un 5, la carte passe sans problème, et je vais jouer un Quick to Act pour 3, pour 0, pardon, plus 3, qui sont les 3 cartes présentes avant. Ça va me coûter 3, je check un 5, c'est donc supérieur à 3. C'est parfait, je décide de m'arrêter là avec 2 cartes en main, parce qu'elles vont me servir à bloquer les cartes de l'adversaire, comme vous l'avez compris. On passe en end phase. La end phase. La end phase qui est donc la dernière phase du tour, tout simplement, comme vous l'avez vu pendant le début de partie, on va vider notre card pool.
de droite à gauche. La première, c'est une fondation que j'ai jouée, elle est donc construite. La deuxième, c'est une fondation que j'ai jouée, elle est donc construite. Ça, c'est une attaque qui a infligé des dégâts. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller directement dans le momentum face cachée et elle nous servira plus tard pour des effets spéciaux, pour améliorer encore plus nos attaques. Cette attaque a été bloquée, elle n'a pas infligé de dégâts dans tous les cas. Quand une attaque n'inflige pas des dégâts, elle va obligatoirement dans la pile de défausse, elle est jetée. Et voilà, c'est donc tout pour les 3 phases du jeu. NN spécial et mots-clés. On vient juste de parler du momentum, et certains mots-clés, justement, utilisent ces momentum pour débloquer des capacités surpuissantes. Cependant, la plupart des mots-clés sont de simples traits qui décrivent l'attaque et permettent à certains effets de s'appliquer ou non. Par exemple, allié, charge, fury, kick, punch, ranged, ce sont simplement des descriptions qui indiquent que l'attaque est une attaque à distance, une attaque au coup de poing, etc. Par contre, des mots-clés spéciaux en orange, vert ou bleu profèrent des capacités aux attaques. En orange, on aura les mots-clés enhance, donc qui seront considérés comme n'importe quel enhance, par exemple stun, X, powerful. Ces 3 mots-clés seront toujours accompagnés d'un chiffre qui déterminera la puissance du mot-clé. Par exemple, si j'active le mot-clé stun 2, qui est donc une enhance, l'adversaire devra incliner 2 fondations. Si j'active le mot-clé powerful 3, je pourrai défausser le nombre de momentum que je veux pour augmenter les dommages de mon attaque du nombre de momentum que j'ai défaussé x 3. Pareil pour X, mais pour la vitesse. Si je défausse par exemple 2 momentum pour activer le mot-clé X2, j'aurai donc plus 4 de vitesse. Nous avons aussi les mots-clés en bleu qui sont donc des capacités continues, comme unique, throw, ou alors flash. Flash est une capacité qui indique que pour cette attaque, la NN Step est passée pour les 2 joueurs. Aucun joueur ne peut activer d'NNs. Throw de son côté est une capacité qui indique que même si l'attaque est bloquée complètement, elle infligera quand même la moitié des dégâts. Et pour finir, le mot-clé bleu unique qui indique qu'une seule copie de cette carte peut être présente dans le stage. Pour finir, les mots-clés en vert sont des mots-clés réponses comme Breaker par exemple, qui va tout simplement s'activer sur une carte avec laquelle on a bloqué et qui donnera un malus au prochain check de l'adversaire. Par exemple, si je bloque avec une carte possédant Breaker 2, le prochain check pour jouer une carte de mon adversaire aura -2. Réponse et forme. Pour les réponses, c'est très simple. On peut activer une réponse à n'importe quel moment, tant que les conditions indiquées sur la carte sont requises. Une notion peut paraître toutefois un peu plus complexe dans ce jeu. C'est la notion de forme. Globalement, dans ce jeu, lorsqu'on joue une carte dans notre card pool, c'est une forme. Jouer une attaque, c'est une forme. Jouer une fondation depuis notre main, c'est une forme. Jouer un asset, c'est une forme aussi. Une forme est tout simplement tout ce qui va se faire pendant la combat phase, mais en dehors d'une phase d'attaque. Il est impossible, par exemple, de jouer une fondation pendant une phase d'attaque. L'attaque doit être résolue, et ensuite, on peut à nouveau jouer une autre forme. Soit une attaque, soit une fondation, soit un effet forme, qui là sera indiqué sur la carte en question, soit sur une fondation sur le terrain, soit sur notre personnage, soit sur un asset, soit sur une action depuis notre main. Action et asset. Une carte action peut être jouée soit pendant une phase d'attaque comme une enhance en la jouant depuis la main directement, soit comme une réponse de la main également à tout moment tant que les conditions sont requises, soit comme une forme en dehors d'une phase d'attaque, donc comme si je jouais une attaque ou une fondation. Mais qu'en est-il des assets? On le rappelle, les assets se comportent pour la majeure partie du temps comme des fondations. Ce sont des cartes qu'on va jouer dans notre card pool et qui seront construites à la fin du tour. Et c'est seulement quand elles seront présentes dans notre stage que leurs effets pourront être activés. Cependant, les assets, lorsqu'elles sont dans notre stage, ne peuvent pas être inclinées comme les fondations ou le personnage pour payer le coût des cartes. Ce sont souvent des terrains, des armes
ou des outils quelconques, comme la Box Full of Baby de Hatsume Mei, le Earphone Jack de Kyokajiro, le Notebook de Midoriya, le Grenadier Brasseurs de Bakugo, ou alors des alliés comme les Pro-Héros, la Ligue des Vilains, ou même le Petit Kota. Information importante à noter, les cartes inclinées ne peuvent pas activer leurs effets, que ce soit des enhance ou des réponses, à moins que l'inverse soit indiqué sur la carte. Le deck building. Le deck building dans ce jeu est sûrement le meilleur que j'ai rencontré dans tous les TCG auxquels j'ai pu jouer. Comme vous avez pu le remarquer, en bas à gauche de toutes les cartes, il y a 3 symboles. Sur cette carte par exemple, on voit le symbole air, mort et feu. Il y a en tout 12 symboles que vous pouvez voir ici. Votre deck devra être focalisé sur un symbole. Toutes les cartes dans votre deck devront avoir un symbole en commun. C'est l'une des choses les plus intéressantes concernant ce jeu-là. Votre personnage, par exemple, déterminera votre stratégie. Mais votre personnage possède 3 symboles, et selon le symbole sur lequel vous allez vous focaliser, l'orientation ne sera pas la même. Le symbole mort va avoir tendance à détruire ses propres fondations pour faire des effets. Le symbole air, en revanche, aura tendance à vider le card pool. Si vous prenez Tsuyu, par exemple, elle a le symbole air en commun avec Bakugo, et effectivement, elle possède un effet pour vider son card pool. BO3 et Side Deck. Dans ce jeu, le BO3 a un vrai sens. Premièrement, il représente très bien cette idée du match de boxe qui se joue en 3 rounds. Et deuxièmement, l'intérêt va être le side deck. Le side deck est le petit deck de 10 cartes que vous allez avoir en dehors de votre deck. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre toutes les cartes que vous voulez qui correspondent évidemment au symbole de votre deck. Imaginons que dans un deck, je joue surtout des attaques rouges, mais que je veux surprendre mon adversaire à tout moment, je peux mettre 5 attaques jaunes dans mon side deck, mon adversaire qui aura sûrement fait son side deck en conséquence et qui aura changé quelques cartes pour avoir un peu plus de blocs rouges. En plus de ça, eh bien on va pouvoir insérer des personnages dans son side deck. Par exemple, si je joue un deck Todoroki 1, je peux très bien dans mon side deck mettre Endeavor 1 et changer à tout moment, ce qui me permettra d'avoir plus de points de vie si je vois que l'adversaire est trop agressif pour que Shoto puisse résister. Du respect pour la licence My Hero Academia. Et la particularité de Jasco Games est d'adapter les licences à la perfection. On en a connu des jeux de cartes qui adaptent des licences juste pour adapter des licences et qui balancent des effets au pif et qui n'en ont rien à faire de l'univers dans lequel ils évoluent. Mais là, je vous parle d'un jeu qui respecte My Hero Academia. Midoriya 1 peut défausser toute sa main pendant une attaque pour rajouter 10 de dégâts à cette même attaque. Ça ne vous rappelle rien? Très bien. Un indice supplémentaire, Midoriya 2, lui, peut défausser une carte pendant son attaque pour rajouter 1 de vitesse et 3 de dégâts. Le Midoriya du début ne contrôlait pas le One for All et devait se briser les membres pour pouvoir faire de gros dégâts. Mais le Midoriya du tournoi se détruisait simplement les doigts pour pouvoir attaquer violemment et rester en course. Si ça vous tente, vous pouvez jouer Ectoplasm, qui a besoin de mettre 4 fois son personnage dans son deck et qui va les utiliser de la même façon que Twice, qui sort bientôt dans le set 4 et qui utilise aussi son personnage en plusieurs exemplaires. Eraserhead qui récupère en boucle son action Erase qui, elle, annule l'effet du personnage adverse. Koda qui joue uniquement avec des cartes alliées comme la commande Pigeon Flock. On a aussi Recovery Girl qui regagne des points de vie à tous les tours. Ou encore Stain qui augmente la vitesse de ses attaques armes et surtout, il pourra activer son deuxième effet que lorsqu'il vous aura infligé des dégâts. Cet effet qui lui vous empêchera de jouer des cartes. Mais c'est pas tout, en plus du respect de la personnalité et des alters des personnages, regardez-moi ces cartes magnifiques. Regardez celle-là et celle-ci. Elles sont incroyables. Bon, maintenant que tu es totalement convaincu, que tu es totalement féru de MHA CCG et que tu vas dès demain te mettre à jouer, eh bien il faut que je te parle des événements. En France, pour l'instant, quelques tournois en remote. Dans la description, je mettrai le lien vers le Discord FR où on joue régulièrement. Vous avez la boutique LudiWorld pour ceux qui sont en région parisienne où on va commencer à mettre en place des tournois réguliers justement sur MHA.
Mais sinon, à l'international, il se passe clairement quelque chose. Ça fait 2 ans que le jeu a commencé. Et il y a 2 mois de cela, on a eu un tournoi mondial avec un cash prize de 250 000 dollars. Waouh! Et énormément de tournois se passent en Amérique toutes les semaines. Et des gros tournois sont à prévoir tous les ans avec des tonnes de cartes promo, de tapis de jeu promotionnels, énormément de choses.